Nous allons commencer notre conférence. Je vais dès maintenant passer le micro à Étienne Nagy, administrateur de Nef et papa aussi de la Bibliothèque de l'Immobilier. Un grand merci. Merci, bonjour, bienvenue à tous. Voilà, on va utiliser un micro, mais je crois que c'est principalement pour la vidéo que nous tournons, parce que je pense que le local, autrement, n'aurait pas nécessité ceci. Moi, je vais me borner à vous parler très brièvement de cette bibliothèque de l'immobilier. Donc déjà, remercier la Société de lecture de nous accueillir ici. C'est un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir organiser cet événement ici, en partenariat avec la Société de lecture, bien sûr, avec Domus Antica, que vous connaissez certainement tous, qui sera présenté après par Madame Cosima Trabichet. La bibliothèque de l'immobilier, c'est une histoire qui est toute récente, qui ne se compare absolument pas à ce lieu emblématique du 18e. Nous avons 5 ans d'existence, donc c'est vraiment encore une fois un lieu tout récent. C'est un lieu que nous avons redécouvert, qui nous appartient et qui est situé au boulevard James Fazy 4, un lieu un peu particulier, dans lequel on a réussi à réunir en fait un certain nombre d'ouvrages. Nous avons à peu près 700 ouvrages qui sont consacrés au domaine de l'immobilier, avec 5 thématiques principales que sont l'urbanisme, l'architecture, l'économie, le droit et puis la durabilité appliquée à l'immobilier. L'histoire est assez, pas cocasse, mais je dirais plutôt sympathique, dans le sens que nous avions déjà un certain nombre d'ouvrages dans le cadre de notre entreprise. Et puis l'idée, c'était effectivement de les réunir, de les mettre dans un lieu un peu précis. C'était du coup une collection un peu éclectique. Et puis on l'a un petit peu spécialisée, cette collection, par la suite. Et je ne sais pas si certaines de ces personnes sont là, mais nous avons eu la chance d'avoir quelques donateurs qui nous ont donné aussi un certain nombre de livres. Puis après, nous avons complété cette collection, puis on continue chaque fois à la compléter à travers des achats qui répondent encore une fois aux thématiques qui sont traitées par la bibliothèque de l'immobilier. Donc, le but de cette bibliothèque, c'est principalement, c'est d'offrir en fait un accès public à cette collection de livres. Donc, nous avons un petit collectif d'étudiants qui gèrent cette bibliothèque, qui sont présents sur place 2 jours par semaine. On ne va pas se mentir non plus, parce qu'on n'a pas des milliers et des milliers de membres qui nécessitent effectivement une ouverture sur toute la semaine. Et ces 2 jours par semaine suffisent amplement. Et cette collection, vous pouvez déjà la consulter, je dirais, un peu par avance, parce qu'il y a un catalogue en ligne sur le site de la bibliothèque. Je crois qu'il n'y a pas encore un film qui tourne, on le verra peut-être après. Vous allez voir quelques images de la bibliothèque après. Et puis, donc voilà, si vous allez sur le catalogue en ligne, vous pouvez voir effectivement de quoi est constituée cette collection. Et ça vous permet de voir s'il y a un livre qui vous intéresse. Le cas échéant, vous pouvez même le commander par avance. Il peut aussi vous être envoyé par la poste, c'est aussi une des possibilités. Et puis, le deuxième objectif qu'on voulait remplir avec cette bibliothèque, c'était créer un lieu d'échange à travers des conférences comme celle-ci. Alors, nous avons plutôt l'habitude de les organiser sur place, soit dans la bibliothèque ou dans le café qui est adjacent. Et nous avons traité déjà certains sujets. Donc là, voilà, vous avez quelques exemples de conférences que nous avons réalisées à la bibliothèque. L'objectif, c'est chaque fois d'avoir, bien sûr, un ouvrage que nous mettons en évidence et puis d'avoir chaque fois l'auteur ou les auteurs qui sont présents. Donc là, vous avez 3 exemples de conférences que nous avions réalisées. Une, je pense, qui pourrait vous intéresser, c'est celle sur les bâtiments de la Belle Époque de Genève, qui s'appelle Genève 19e. D'ailleurs, c'est une réédition qui a été faite par la Société d'Art Public. Et nous avons eu la chance à l'époque d'avoir M. Kramer, son président, je ne sais pas s'il est encore président de la société, et Mme Pauline Nerfin, qui nous ont présenté ces ouvrages. C'est un ouvrage qui est très très intéressant, très didactique, qui présente tous les beaux bâtiments emblématiques de cette période du 19e. Alors, à l'époque, nous avions fait cette conférence avec M. Xavier Martin, toujours comme notre modérateur de ces conférences, et c'était pendant le Covid, donc du coup, nous l'avions fait sous forme de webinaire, et vous pouvez la retrouver donc sur notre site en ligne, vous pouvez la visionner si ça vous intéresse. Et puis voilà, vous avez quelques autres exemples, et c'est pour montrer aussi la diversité, encore une fois, des thématiques que nous présentons. Nous avions l'ancien conseiller d'État, M. Marc Miller, qui nous avait présenté son ouvrage sur le droit genevois de la construction.
Et puis là, vous avez aussi M. Thomas Buchy, ancien député au Grand Conseil, mais surtout ingénieur spécialiste du bois, qui nous avait présenté son ouvrage sur le bois. Vous voyez déjà à travers ces petites images qu'il a quasiment collaboré sur toutes les grandes constructions en bois, aussi bien des bâtiments que des ouvrages d'art. Et vous en voyez quelques exemples sur ces photos. Donc vous êtes les bienvenus à la bibliothèque. En étant présents aujourd'hui, vous serez naturellement sur nos listes pour les prochaines conférences que nous réaliserons. On n'a pas forcément encore déterminé les prochaines thématiques, mais il y aura en tout cas une thématique qu'on veut traiter, c'est par rapport à quelques ouvrages un peu plus spécifiques, mais nous aimons beaucoup aussi les illustrations et nous avons quelques très très bons illustrateurs à Genève qui arrivent effectivement à dessiner, à peindre des bâtiments, et ceux-ci, pour certains, sont dans certains ouvrages que nous avons pu acquérir au sein de la bibliothèque, puis on essaye de réaliser, si c'est possible, une prochaine conférence avec plusieurs de ces illustrateurs, dans l'idée effectivement d'avoir leur recette un peu magique sur comment ils arrivent effectivement à croquer ces bâtiments, qui sont aussi des bâtiments emblématiques de Genève. Je crois que je vous ai rapidement tout dit. L'objectif, c'est bien sûr de passer après à la conférence. Et puis, cette conférence se prête d'autant mieux avec ce lieu, encore une fois emblématique, parce que nous sommes aujourd'hui avec Domus Antiqua. Donc, je ne vais pas vous présenter Domus Antiqua. Madame Trabuchet le fera mieux que moi. Mais je ne sais pas si vous avez pu voir ces différents cahiers que présente Domus Antiqua. Ce sont des cahiers qui sont très, très intéressants, qui sont... je dirais, d'un niveau de technicité assez impressionnante, avec beaucoup d'informations très très précieuses. Et le dernier qu'on va mettre en relief aujourd'hui, c'est celui qui est consacré aux rénovations énergétiques des demeures patrimoniales. Alors après, je vais peut-être laisser M. Xavier Martin présenter les intervenants. Et peut-être très rapidement, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, si on la fait passer maintenant. D'accord. Et puis Xavier va reprendre là. Désormais à mon tour de vous présenter les participants de cette conférence aujourd'hui, avec en premier lieu Madame Cosima Trabichet-Castan, qui est la présidente de Domus Antiqua et accessoirement brillante avocate à Genève, ainsi que Monsieur Alexis Dain, qui est le rédacteur de ce cahier, et de même nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Aurélien Tribou, qui est le responsable des travaux chez Nef pour l'énergétique, et qui donc a une belle expérience en la matière et qui nous aidera à passer à travers les aspects techniques de ce cahier. C'est d'abord Cosima qui va nous présenter l'ensemble des cahiers et l'association. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci à Nef de nous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette conférence dédiée à la bibliothèque de l'immobilier. On m'a demandé donc de présenter Domus Antiqua Helvetica en quelques mots. Comme vous le verrez ci-dessus, Domus Antiqua Helvetica est l'association suisse des propriétaires de demeures historiques. Elle a été fondée en 1984, il y a tout juste 40 ans, et nous fêtons cette année cet important anniversaire. Nous comptons au niveau suisse environ 1600 membres qui sont répartis dans plus ou moins tous les cantons. Et tous sont propriétaires de bâtiments dignes d'être protégés, donc bâtiments d'habitation ou ayant par le passé été affectés à l'habitation, comme la société de lecture où nous sommes aujourd'hui et qui compte parmi nos membres. La particularité de Domus, c'est qu'évidemment, on pense toujours au château, aux grandes demeures de maîtres, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi des maisons paysannes, des anciens chalets à la campagne, en Suisse romande comme en Suisse allemande. Donc il y a une grande variété de biens au sein de nos membres, et c'est ça qui fait aussi la richesse de notre association. Les objectifs de notre association, c'est de conserver et d'habiter ces demeures, c'est de s'engager en faveur d'un patrimoine bâti vivant, donc de faire en sorte qu'elles soient entretenues, rénovées, occupées. Nous avons aussi à cœur de sensibiliser le public et le monde politique aux enjeux et aux défis que rencontrent nos membres en tant que propriétaires.
Et finalement, il nous tient à cœur de publier et de transmettre ces connaissances et ces expériences que nous avons du bâti ancien. Par rapport à la prochaine slide, peut-être quelques avantages pour nos membres. Vous avez pu voir à l'entrée notre bulletin, qui est un périodique édité 2 fois par année, qui contient des thèmes très très riches et variés, où on voit aussi, on sort beaucoup de Genève pour voir d'autres éléments patrimoniaux qui sont très très intéressants. Nous avons plusieurs événements, tant pour la Next Gen que pour la All Gen, qui rassemblent les membres régulièrement, et des voyages en Europe, organisés aussi pour les personnes intéressées, et un site web très fourni que je vous encourage à aller voir, qui contient beaucoup d'informations par rapport aux activités de l'association. Du point de vue de la section genevoise, nous avons environ 160 membres qui sont répartis aussi plus ou moins sur tout le territoire de Genève. Parmi ces 160 membres, nous avons une quarantaine de membres Next-Gen. Donc, on est très fiers d'avoir une section qui se rajeunit au fur et à mesure, qui s'implique aussi avec la nouvelle génération qui se soucie de la reprise et de l'entretien et des rénovations aussi de ces biens. Nous avons 30 membres, on vise les 40. Nous avons 3 à 4 événements par année qui se formulent sous différents formats, des visites, notre assemblée générale, des tables rondes. Donc on essaye vraiment d'être actifs et de proposer des occasions de rencontres à nos membres. Nous sommes en contact étroit avec les différents partenaires du monde du patrimoine ancien et du monde de l'artisanat et de l'énergie aussi à Genève. Nous prenons aussi position dans les consultations devant le Parlement pour les objets qui touchent les intérêts de nos membres. Donc nous avons une activité très, comme on dit, all-round et le tout vraiment pour défendre les intérêts des membres de Domus. Par rapport aux publications, donc, comme M. Nagy vous l'a dit tout à l'heure, nous avons publié entre 2011 et 2022 5 cahiers différents qui traitent tous de thématiques propres aux demeures historiques et des thématiques finalement qui étaient, qu'on avait à cœur de préciser et d'approfondir pour nos membres. Donc le premier était Demeure historique et assurance, qui a été publié en 2011. Ensuite, Normes de protection, Nature et paysage, Transmission. Celui-ci a eu beaucoup de succès parce que c'était vraiment des questions qui touchent tout le monde, tous les propriétaires, comment ils vont pouvoir transmettre leurs biens. Et finalement, le cahier qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est Énergie et demeure historique, pour lequel nous avons... pour lequel je remercie déjà Alexis Dain qui a fait un travail formidable. Et nous avons aussi été en collaboration étroite avec l'Office du patrimoine et des sites et avec l'OCEN, que je remercie encore pour leur soutien dans ce contexte. Donc je me réjouis que nos collègues puissent vous expliquer ça. Il y a encore une petite chose que je voulais vous dévoiler aujourd'hui, c'est notre prochain projet de publication. Qui va se dérouler maintenant sous forme de fiches pratiques dans le cadre d'une encyclopédie des éléments particuliers du patrimoine bâti genevois. Donc on avait à cœur maintenant de traiter ces éléments de façon individuelle pour les faire ressortir, mettre en évidence et avec une recherche de solutions ou en tout cas proposition de solutions pratiques aussi pour les rénover et pour les entretenir, pour que les propriétaires y trouvent aussi des informations intéressantes, mais pas seulement, aussi peut-être les mandataires spécialisés qui les conseillent, et qu'il y ait aussi un objectif de sensibilisation du public plus largement. Donc nous nous réjouissons de ce nouveau projet, et il sera, comme les précédents cahiers, disponible au téléchargement sur le site internet de Domus Genève. Les téléchargements sont gratuits, et pour tout le reste des cahiers, ils peuvent être commandés ou vous les avez là dehors si ça vous intéresse après la conférence. Je vous remercie. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec Alexis Dain et Aurélien Trébout qui vont nous parler dans un premier temps de ce cahier en donnant leurs impressions. Merci beaucoup de les accueillir.
Bonjour à tous. Alors pour moi, pour cette partie-là, il me revient d'introduire la présentation du cahier qui va être faite par Alexis. C'est un cahier que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire parce qu'il prend vraiment une position centrale sur cette problématique, c'est-à-dire qu'il traite à la fois du sujet énergétique et du sujet du patrimoine, mais sans en dénigrer ni un ni l'autre, et avec une vraie position centrale qui aide à approfondir le sujet de manière au plus proche finalement des réalités. Également, c'est un cahier qui se veut très pédagogique avec des bases, notamment par exemple en thermique du bâtiment ou des bases légales qui aident les personnes qui veulent comprendre encore mieux la problématique à avancer. Donc, je vais laisser la parole à Alexis qui va vous présenter un petit peu la manière dont il a fait tout ça. Merci. Alexis Dain, je suis architecte du patrimoine à Montreux, dans le canton voisin. La préservation du patrimoine et puis la rénovation énergétique sont deux politiques publiques et même deux enjeux de société qui sont réputés difficilement conciliables. Si on caricature un peu, le patrimoine tendrait à dire on ne touche rien, on préserve pour les générations futures dans l'état qui nous a été légué. Et puis la rénovation énergétique est une petite révolution que notre société se doit de traverser et qui vise alors, au contrario, à faire évoluer le bâti vers plus de performance en l'isolant, en changeant les fenêtres, en ajoutant des panneaux solaires, etc., ce qui induit des transformation majeure en fait du bâti qui nous a été légué. Ceci étant, le patrimoine bâti, on n'est pas à sa première révolution. Il y a eu une révolution sanitaire au 19e avec l'installation de la plomberie des toilettes. Il y a eu une révolution du confort au 20e siècle avec l'installation du chauffage central. Alors il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui le patrimoine ne survive pas à la transition énergétique. Ça, c'était ma conviction intime en démarrant la rédaction de ce cahier. Et puis très concrètement, le but, c'était de proposer dans ce contexte difficile, mouvant, notamment au niveau législatif, et puis souvent assez technique, une vision aussi claire que possible des enjeux, des solutions concrètes, ou un panel de solutions pour comment isoler et rendre un bâtiment ancien performant. Et puis enfin, présenter des réalisations exemplaires en termes architecturaux, parce que je reste architecte, puis que c'est dans le projet architectural que finalement se fait, in fine, la pondération ultime et la conciliation de tous ces intérêts. Aussi pour donner envie en fait, aux propriétaires, par des exemples un petit peu réussis et alléchants, d'entreprendre ce chemin. Donc le cahier est en 3 parties. Les enjeux sont traités sous forme, avec une approche historique, législativo-réglementaire, avec de contributions des offices respectifs du canton de Genève. Quelques notions évidemment de physique du bâtiment qui sont impératives pour essayer de comprendre de quoi on parle, quand on parle d'énergie, de valeur isolante. Les possibilités ensuite dans le chapitre 2 de production de chaleur, d'isolation, de traitement des fenêtres et puis d'installation solaire. Et puis la troisième et dernière partie, comme je l'ai dit, c'est un cahier de réalisation exemplaire dont je vous montrerai 2 exemples tout à l'heure. Alors là, il me revient de résumer un petit peu les bases légales qui régissent toutes ces rénovations. Donc on pourrait facilement passer, je pense, quelques heures à en parler. On va essayer de faire au plus simple. Finalement, on va parler en premier lieu des lois sur l'énergie. Donc les lois sur l'énergie sont anciennes, mais elles se sont accélérées en 2019 avec la déclaration de l'urgence climatique, avec une volonté de neutralité carbone de par la Confédération à horizon 2050. Donc on a une loi fédérale qui encadre finalement donc toute la Confédération, qui a pour but de garantir une fourniture et une distribution d'énergie économique et respectueuse de l'environnement, de garantir une utilisation économique efficace de l'énergie et de permettre un passage à un approvisionnement en énergie propre et locale. Pour ça, il y a un plan d'action assez large qui a été mis en place, donc de par une envie de réduire les besoins de nos bâtiments, enfin de réduire les besoins d'énergie, d'optimiser l'utilisation de l'énergie telle qu'elle est faite aujourd'hui, de substituer finalement les énergies fossiles aux énergies renouvelables et que ces énergies renouvelables soient prioritairement produites localement, donc à l'intérieur du pays. Donc on a finalement un but et un plan d'action qui ont été donnés, qui sont assez généralistes dans la loi fédérale sur l'énergie, et puis qui finalement se redéveloppent par canton dans les lois cantonales sur l'énergie. La loi cantonale sur l'énergie à Genève, avec son règlement d'application, qui finalement est entré en vigueur en 2022, qui a été revu en 2023, dont la publication finalement de cette révision a été stoppée pour aboutir
à un accord historique tout récent dont on connaît maintenant finalement les contours. Malgré ces allers-retours, finalement, le règlement d'application sur l'énergie semble, enfin c'est même maintenant ça a été voté, donc les impacts vont rester sensiblement les mêmes, avec toujours deux principaux impacts. Le principal impact de ce nouveau règlement, c'est finalement la priorisation des énergies renouvelables en cas de remplacement d'une production de chaleur. Donc ça a l'air de rien, mais pour certains bâtiments, c'est quand même très compliqué à mettre en place. Il y a une volonté du canton de le centraliser, mais c'est quelque chose qui va nous demander énormément d'efforts. La seconde chose, c'est qu'une fois qu'on va produire cette énergie d'une manière plus verte, ou même avant même de produire cette énergie plus verte, il faut réduire nos besoins. Et pour ça, il y a à Genève, donc là c'est particulier à Genève, une note qui est donnée à nos bâtiments, qui s'appelle l'IDC, donc l'indice de dépense de chaleur de nos bâtiments. Pour le résumer tout simplement, c'est la quantité d'énergie utilisée divisée par la surface chauffée. Et cet indice, finalement, va servir à établir des seuils, enfin un seuil, qui va être amené à être abaissé dans l'avenir. Actuellement, le seuil est de 450, donc le seuil qui a été établi par le nouveau règlement, mais avec une limite à l'entrée en 2022 de 800 mégajoules par mètre carré par an. Ce qui veut dire que tout bâtiment qui, au 1er septembre 2022, dépassait, enfin de plus de 5 preneurs, pardon, tout bâtiment de plus de 5 preneurs au 1er janvier 2022 qui dépassait les 800 mégajoules par mètre carré par an, doit se mettre en conformité dans les 3 ans. Ce seuil, justement, de 800 va descendre donc au 1er janvier 2027 avec un abaissement à 650 et au 1er janvier 2031 avec un abaissement à 550. Tout récemment, avec le nouvel amendement, ça a été décalé pour les bâtiments de moins de 5 preneurs. C'est pour ça que je me suis repris tout à l'heure, qui là se sont vus octroyer un délai de 3 ans. Au-delà d'une sympathie, c'est surtout parce que ce calcul se fait sur une moyenne de 3 ans. Donc quand c'est entré en vigueur en 2022, on ne disposait pas finalement de cette moyenne. Donc les 3 ans octroyés permettent de l'attendre. Ce seuil, effectivement, même si la limite à 800 est une limite pour rénover, il impose aussi, en fonction du calcul effectué sur votre bâtiment, un certain nombre d'actions. Si vous êtes en dessous de 450, pas de problème particulier. Entre 450 et 550, on conseille de procéder à une optimisation, l'optimisation énergétique sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Entre 550 et 650, on est donc entre une optimisation, donc c'est toujours une obligation d'optimisation, mais aussi d'envisager une rénovation. Et comme on l'a vu tout à l'heure, au-dessus de 800, là on est vraiment sur une obligation de rénover. Donc il y a Cosima qui voulait intervenir pour une prise de position de l'association vis-à-vis de cette réglementation. Simplement pour dire par rapport à ce que Aurélien a dit tout à l'heure, c'est que souvent on pense que la défense du patrimoine est contre les rénovations énergétiques, mais ce n'est évidemment pas le cas parce qu'on doit s'adapter aussi. Et pour cette raison, l'association Domus Antiqua, dans le sillage de la publication de ce cahier, a aussi publié une prise de position officielle de l'association sur ces questions de rénovation énergétique. Donc l'association Domus Antiqua soutient cette stratégie énergétique nationale pour l'adhésion, pour qu'on arrive à un zéro net en 2050. Mais bien évidemment, compte tenu des qualités patrimoniales des immeubles de nos membres, nous prônons vraiment une approche sur mesure, c'est-à-dire que chaque immeuble doit être approché avec toutes ces caractéristiques et qu'on ne peut pas appliquer des solutions standardisées à ces bâtiments. Et selon nous, les 3 axes d'action qui sont prioritaires pour les interventions énergétiques sur les demeures historiques de nos membres et aussi plus largement, selon nous, c'est l'optimisation, en premier lieu, l'optimisation de l'installation de chauffage, le fait ensuite d'isoler le bâtiment de façon efficace pour autant que ce soit possible dans le respect de la substance patrimoniale. Et finalement, nous recommandons aussi l'utilisation de l'énergie solaire, mais pas forcément sur les bâtiments protégés, mais plutôt dans le cadre de solutions collectives qui puissent éventuellement permettre un approvisionnement de l'immeuble concerné par le biais de photovoltaïques installés ailleurs ou sur des bâtiments d'importance secondaire. Et il y a d'autres prises de position très intéressantes, le cas échéant, que je vous laisse le soin de lire. Mais ce qui compte avant tout, c'est la qualité architecturale et de préserver l'âme du bien, parce que c'est finalement ce à quoi tiennent le plus les propriétaires.
Et du coup, dans cette idée de préservation, Cosima m'a demandé uniquement de faire un petit point sur les bases légales, mais surtout sur les dérogations, les subventions qui peuvent à la fois vous aider à maintenir cette substance et aussi vous encourager à la rénover, à rénover en maintenant cette substance. Dans les dérogations, on retrouve 3 principaux types. Donc on a une dérogation pour motif économique, mais qui est somme toute très difficile à faire valoir. J'ai certains clients qui ont essayé. Les justificatifs sont quand même assez difficiles à fournir et l'administration ne les donne réellement pas facilement. Une infaisabilité technique, effectivement, qui peut être évoquée. Donc ça, on le retrouve dans le cahier à certains moments. Donc parfois, c'est complètement impossible sur un bâtiment historique d'avoir une production de chaleur 100% renouvelable. Ils peuvent l'entendre, mais ce n'est pas pour autant qu'ils donneront toujours une exonération totale parce que le bien a un fort intérêt patrimonial. On rentrera alors dans une négociation où on nous proposera de dire « Ok, vous pouvez remettre du fossile, mais il va falloir essayer autant que faire se peut d'intégrer du renouvelable, comme des panneaux solaires ou comme une partie de la production de chaleur par une petite PAC quelque part, ou en tout cas quelque chose de renouvelable ». Et enfin, effectivement, il y a des dérogations qui existent pour les objets classés, inscrits à l'inventaire ou plan de site. On a même pour les ensembles du début du XXe siècle, fin du 19e, début du XXe siècle. Ça rebondit sur le fait qu'au-delà de la loi sur l'énergie, dans toutes ces actions rentrent aussi en compte les lois sur le patrimoine, donc la LPMNS, qui vient classer, qui vient régir finalement ce qui va se passer dans les bâtiments avec un très fort intérêt patrimonial, mais aussi des lois comme la loi Blondel, qui va venir protéger les ensembles patrimoniaux jusque dans les années 1940. À chaque fois, finalement, des dérogations sont possibles, mais elles ne seront jamais systématiques. Elles feront toujours l'objet d'une discussion entre l'OCEN et les monuments et sites. Maintenant, ils se retrouvent tous les mois pour discuter entre eux sur des projets types. Donc on peut demander à ce qu'un projet passe entre leurs mains pour être préavisé par les deux organismes dans le même temps. Ensuite, pour ce qui est des subventions, donc pour les subventions, on retrouve des subventions cantonales, des subventions fédérales. Avec le nouvel amendement de la loi sur l'énergie, on a un doublement de l'enveloppe totale des subventions qui vient d'être votée le mois dernier. Par contre, on ne connaît encore pas leur répartition. Leur répartition devrait être connue fin mai, donc on l'attend avec impatience. Il y a pas mal de nos projets finalement qui se sont un petit peu arrêtés. Ceux qui n'étaient pas lancés se sont arrêtés le temps de connaître les nouvelles subventions qui, on le sait, seront plus intéressantes. On a encore des subventions fédérales qui sont aussi parfois oubliées, c'est-à-dire que les gens prennent les subventions cantonales mais oublient de réclamer des subventions fédérales, notamment par exemple dans le cadre de pose de panneaux solaires photovoltaïques. Et enfin, on a aussi les subventions patrimoniales, c'est-à-dire que parfois on ne va pas forcément pouvoir obtenir la meilleure subvention en termes d'amélioration énergétique, mais on peut prétendre à des subventions pour le maintien du bien dans son état qui vont de 5 à 10% des montants engagés pour la rénovation patrimoniale. Dans tous les cas, une subvention, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est qu'il faut toujours l'avoir demandé avant le démarrage des travaux, que ce soit une subvention énergétique, une subvention patrimoniale. Si vous ne l'avez pas réclamé avant, c'est trop tard, malheureusement. Voilà, nous allons maintenant passer à des exemples concrets de rénovation énergétique qui vont être illustrés par cette magnifique maison de Montmolin, par les soins d'Alexis. Merci beaucoup. Oui, voilà, je vous présente un projet qui commence un petit peu à dater. Je l'ai terminé en 2013. C'est une maison de famille du 18e, juste en périphérie du centre historique de Neuchâtel. Famille de Montmolin, de Merveilleux. Et puis, alors, pour être dans le cœur du sujet, il y avait 2 branches, si on veut, dans les héritiers de la famille, dont l'une était très attachée à son patrimoine, et l'autre était extrêmement désireuse de faire une rénovation énergétique très performante. Donc le cahier des charges, c'était depuis le début, on veut l'un et l'autre, et pas l'un au détriment de l'autre. Donc on a réussi à faire une rénovation globale et douce de ce bâtiment. Donc la maison d'habitation, c'est celle qui est au centre de la photo. Elle est flanquée de 2 annexes rurales. Et puis ça a été le premier bâtiment qui a reçu le label Minergie Eco en Suisse romande pour un bâtiment patrimonial de cette importance. Là où on a eu beaucoup de chance, c'est que ce qu'on appelle le facteur de forme est très favorable. C'est un bâtiment qui est pratiquement cubique, puis qui est enserré entre 2 annexes également chauffées. Donc en fait, de par la situation initiale, il y avait déjà relativement peu de déperdition de chaleur. Et puis on a pu limiter les mesures d'isolation uniquement à la toiture, en intervenant par l'extérieur, en reposant ensuite les tuiles du 18e par-dessus la nouvelle couverture, et puis en mettant des contre-fenêtres performantes, isolantes, devant les anciennes fenêtres du 18e. Et c'est tout. Il n'y a pas d'isolation de façade, il n'y a pas d'isolation derrière les boiseries à l'intérieur.
On a changé la production de chaleur du mazout au bois. Et avec tout ça, on a un bâtiment qui est au standard Minergie, et puis une intervention quand même relativement limitée en termes de substance patrimoniale, évidemment de coûts aussi. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour d'Aurélien d'illustrer la chose sur des bâtiments de location. Alors effectivement, pour moi, je vais reprendre cette présentation donc, sur la qualité des demeures durables, mais principalement sur l'amélioration des bâtiments locatifs. L'amélioration énergétique ne doit pas se faire au détriment du patrimoine, mais le patrimoine ne peut pas être une excuse pour ne rien faire. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de dérogation de base, on va toujours devoir aller défendre un projet. Ce qui a quand même beaucoup changé par rapport à ce qu'on faisait avant. Quand on intervenait avant sur ce type de bâtiment, on attendait qu'il ait un problème technique, on venait, on réglait ce problème technique ou esthétique. Mais on n'intervenait pas forcément, en tout cas pour ce siècle, ou en tout cas sur ces dernières décennies, pour l'améliorer foncièrement. Aujourd'hui, les résidences locatives, il faut faire rimer restauration et amélioration. Ça veut dire, et c'est un peu ce que vous expliquait Alexis tout à l'heure, c'est que quand on ne peut pas isoler partout, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cibler pour autant des labels. On peut faire des bilans thermiques qui vont nous permettre de substituer à un endroit qu'on ne peut pas traiter une amélioration à un autre endroit. Ce qui fait que certains bâtiments, finalement, on se dit « Ah bah mince, on ne pourra rien faire ». Typiquement, je le vois sur le bâtiment là qui est à gauche. On se dit « Ok, c'est une façade vraiment typique, on n'arrivera jamais à rien faire de ce bâtiment. Rafraîchissez la façade et puis c'est terminé ». Non, on n'a plus là, on est en train de défendre un projet, on a une autorisation qui est en cours là sur effectivement donc un traitement de la façade avant. Donc on va venir uniquement traiter la carbonatation, c'est de la pierre, on ne peut pas isoler sur cette face-là, donc on va traiter la face avant. Par contre, on va remplacer les menuiseries, renforcer l'isolation en toiture, renforcer l'isolation au plafond des caves. Et toute la négociation avec les monuments et sites a été de se dire, la cour arrière qui est borne, celle-là, on va mettre une isolation plus conséquente qui va rattraper finalement une partie de ce qu'on perd ailleurs. Et on recréera les mots des natures, donc ce qui rend cette façade typique, on va le recréer en surface de cette isolation. Et grâce à ça, on peut prétendre à un label de haute performance énergétique. Alors là, un label de haute performance énergétique, une fois qu'il est atteint, va permettre une exonération fiscale de 20 ans sur l'impôt immobilier complémentaire et permettre aussi d'atteindre des subventions très intéressantes. Donc ça peut tout à fait être une cible sur certains bâtiments. A l'inverse, sur le bâtiment que vous avez à droite ici, qu'on est en train de rénover en ce moment, les échafaudages sont là, on termine le mois prochain. Effectivement, ici, on est le long de la rue de Rive, on a les autres, tout est très passant, toutes les façades sont très typiques de leur époque de construction. On n'arrivait pas là, malheureusement, à faire une intervention globale sur ce bâtiment, à viser un label. Par contre, on est venu vraiment le renforcer dans le sens où on a traité les menuiseries, on a traité l'ensemble des menuiseries, on a fait de la restauration sur tout ce qui donnait son âme à ce bâtiment. Et pareil, on vient finalement améliorer tout ce qui est presque invisible et qu'on peut améliorer. On va même ici jusqu'à avoir une production de chaleur qui est en partie renouvelable par la jonction d'une PAC à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est pas parce qu'il ne faut pas se fier seulement à l'image du bâtiment, il faut vraiment cibler son objectif et discuter pour voir ce qui peut être fait. Ces discussions... Juste préciser ce qu'est une PAC pour les gens non initiés. Une pompe à chaleur, oui. Là c'est une pompe à chaleur, ici c'est une pompe à chaleur RO, la seule qui a pu être installée ici. Merci. Justement, l'importance de ces discussions. Alors avant, quand je vous disais, on vient et on intervient sur ce bâtiment pour le rafraîchir, finalement, la phase d'avant-projet était assez courte. Elle se réduisait à décider ce qu'on allait faire comme rafraîchissement, demander des offres et les présenter à nos mandants. Aujourd'hui, la phase d'avant-projet, pour définir vraiment nos objectifs et qu'est-ce qu'on va faire sur un bâtiment, est beaucoup plus longue. On a une phase d'état des lieux, donc d'état de l'existant, qui doit être extrêmement rigoureuse, parce que c'est sur cette base-là qu'on pourra simuler des améliorations, et c'est sur cette base-là que les différents offices préaviseurs vont juger notre projet. Cet état des lieux peut être fait à l'aide d'un outil CECB, que maintenant vous êtes de plus en plus nombreux à connaître. Donc c'est un outil qui va faire un petit peu comme pour un frigo, donner des notes énergétiques à votre bâtiment, mais aussi après d'un terme plus pointu, notamment, comme on le disait tout à l'heure, quand on visait une variante globale, en faisant un bilan thermique d'un bâtiment très complet qui nous permettra à terme de simuler de manière très précise les actions qui vont être menées. Une fois qu'on a notre état des lieux, on va pouvoir définir les objectifs avec nos clients. Définir les objectifs, ça veut dire simuler des actions qui peuvent être entreprises sur le bâtiment, les simuler en termes de potentiel, qu'est-ce qui peut être fait ou ne pas être fait, mais également en termes de coûts. Et à nouveau, on va se retrouver dans qu'est-ce qui peut être fait ou ne pas l'être.
Quand on parle de coûts, on va parler donc de coûts, donc d'argent qui va être à sortir pour faire ces travaux, mais aussi de subventions et d'exonérations, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à ce stade du projet, il faut que nos mandants aient une vision globale finalement de ce qu'ils doivent dépenser, mais aussi de ce à quoi ils peuvent prétendre en contrepartie. Et enfin, quand on a, avec notre mandant, choisi un objectif, on va pouvoir préconsulter, aller discuter, négocier avec les organes préaviseurs. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas forcément obligé tout de suite de partir à la procédure d'autorisation pour voir si, qui est somme toute coûteuse au regard du nombre de documents à fournir, pour voir si oui ou non notre projet va aller de l'avant. On peut préconsulter pour adapter notre projet. Et donc nous, c'est en ce sens-là, chez Nef, qu'on a créé un service de rénovation énergétique, justement, qui va pouvoir, qui est arrivé finalement parce qu'on s'est rendu compte que nos clients avaient de plus en plus de questions. On a aussi de plus en plus de connaissances nécessaires pour répondre à ces questions. Et au final, on a créé ce service pour accompagner nos clients, avant tout pour faire du conseil. C'est-à-dire qu'au moment où on a créé ce service, ce n'était pas forcément pour aller suivre des projets très importants. On le fait finalement maintenant, mais ce n'était pas le but premier. Le but premier, c'était de conseiller vraiment nos clients dans cette transition énergétique qui est en marche. Merci beaucoup. Donc, on a vu quelques possibilités d'intervention, de travaux. Véritablement, maintenant, on va aborder la partie optimisation. On n'est pas toujours obligé de faire des travaux. C'est maintenant à nouveau Aurélien qui continue sur cette tranche-là. Alors, au-delà de ça, que l'on soit obligé de faire des travaux ou non, l'optimisation sera toujours nécessaire. Mais il est vrai qu'elle peut éviter, dans certains cas, de venir tout de suite à la réalisation de travaux. Par optimisation énergétique, on entend finalement tout un tas d'actions qui vont nous permettre de mieux gérer l'énergie qui est produite. Ça veut dire de beaucoup moins en gaspiller finalement. Et les gens sont souvent surpris des économies très importantes que l'on peut faire grâce aux outils d'optimisation. Nef s'est engagé avec les SIG dans leur programme d'économie, et notamment dans le programme Eco21, depuis sa création. Ce qui nous a permis finalement de déployer un panel d'optimisation depuis de nombreuses années et d'avoir déjà des retours à vous donner. C'est-à-dire que, prenons un exemple. Si je prends un exemple, alors là, je ne sais pas si on voit très bien, mais typiquement la courbe qui est en haut, c'est une courbe d'IDC. Donc là, on partait d'un IDC qui était à 600, un petit peu au-dessous de 600, et on est arrivé à la valeur cible, donc un IDC de 450, à savoir que sur ce bâtiment, on n'a fait aucun travaux, ni d'enveloppe, ni de technique. Les travaux qui ont été faits sur ce bâtiment sont uniquement des travaux d'optimisation. Au final, on a des travaux qui ont été faits sur la ventilation, il y a une ventilation hygrométrique qui a été mise en place, et il y a un contrat d'optimisation énergétique qui a été mis en place également. Ce contrat d'optimisation énergétique, finalement, ce contrat d'optimisation énergétique, le chauffagiste vient et règle de manière beaucoup plus fine, finalement, les dépenses de chaleur. Et là, alors, ce n'est pas pour tous les bâtiments comme ça, mais ce que je voulais illustrer dans ce propos-là, c'était de dire, bah oui, là, finalement, ce bâtiment, quand on le voyait comme ça, on se disait, non, mais l'enveloppe a quand même l'air bonne, on ne comprenait pas pourquoi elle consommait autant. Et au final, on s'est aperçu qu'on a eu une chute vertigineuse, et c'est simplement que l'énergie était mal utilisée. On a également des contrats, donc dans ce cadre de ces contrats d'optimisation énergétique, j'avais un constat assez frappant sur un bâtiment protégé à la rue Théodore Weber, où là on était déjà en dessous de l'indice, à 410, donc le propriétaire a pu se dire, bon bah voilà, on est bon, on ne fait rien. La façade était en excellent état, mais il a quand même conclu un de ses contrats, et là on voit qu'à nouveau on est passé de 410 à 271 mégajoules par mètre carré par an. C'est une chute assez vertigineuse, et finalement c'était l'énergie qui était dépensée sans besoin. À savoir que, parce que c'est souvent la question qui m'est posée, c'est est-ce que les gens ont dû acheter tous des moufles et des cardigans pour passer l'hiver après qu'on ait mis en place ce contrat d'optimisation? Non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on va venir principalement optimiser au moment où c'est nécessaire. Il y a plein de moments dans l'année où finalement, il va faire grand beau toute la journée, il va faire froid la nuit, ça ne sert à rien que votre chaudière tourne à plein régime pendant cette nuit-là. C'est toutes ces optimisations mises bout à bout avec certains, là dans ce cas-là, des sondes même qui ont été mises dans les logements pour voir les températures réelles qu'ils faisaient dans les logements, qu'on arrive à optimiser. Bien sûr, l'intelligence artificielle va nous aider de plus en plus à le faire, donc ces outils vont être de plus en plus performants. On a déjà dans les tuyaux aussi des choses qui arrivent qui, en termes d'équilibrage, donc de l'équilibrage dynamique avec de l'intelligence artificielle qui va encore nous aider à aller de l'avant dans tout ça. Par contre, ça, c'est des interventions purement techniques. Et c'est vrai qu'on vient quand même contraindre l'utilisateur. Donc il faut garder à l'esprit que dans ces optimisations, l'humain reste au cœur de cette transition. C'est notre rôle de régie de communiquer auprès des locataires quand on met ce type d'outils en place. Effectivement, ça demande quand même une adaptation. Il faut que les gens aient conscience
que les choses sont en train de changer. Et puis, de toute façon, ces baisses impactent directement les charges. Donc, quand vous expliquez aux gens que leur confort ne sera pas beaucoup réduit, mais que leur facture de consommation d'énergie va baisser de 25%, en général, ça marche plutôt bien. Mais comme toujours, ça doit se faire avec le maximum de pédagogie et de discussion. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, c'est M. Dain qui va nous expliquer avec un magnifique exemple à la clé de ce qu'on peut faire en matière d'optimisation. Merci Alexis. Merci. Alors ça, à l'inverse, c'est un projet tout récent dans mon portefeuille. Il s'agit de l'ancien hôtel Copalace au-dessus de Montreux. C'est un palace Belle Époque qui date de 1902, qui était reconverti après-guerre en centre de formation et de conférences. C'est une architecture, comme vous voyez, qui est extrêmement travaillée. Il est classé en note 1, donc c'est un monument historique d'importance nationale. Je vous donne juste quelques chiffres. Il y a 350 chambres, 3200 vantaux de fenêtres, 2 km de couloirs, 30 000 m² de plancher. La facture de chauffage annuelle, c'est 800 000 francs. Donc il y avait des vrais enjeux. Et puis le maître d'ouvrage et propriétaire du bâtiment, c'est une fondation philanthropique mais désargentée. Donc on ne pouvait pas envisager, de par le statut de protection et les finances, de faire une grande campagne de travaux sur 2 ans en disant voilà, on se met à jour. Donc en 2012, il y a eu un changement dans la loi. Ils étaient exemptés de taxes CO2 jusqu'en 2012. Et puis l'exemption a sauté. Donc là, c'était la panique à bord. Donc, la première chose qui a été faite, c'est changer la production de chaleur du nouveau du mazout au bois. Donc une réduction du CO2 de 90% à peu près. Et puis ensuite, pendant les 10 années qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, ils ont mis en place un programme en fait, de sobriété énergétique volontaire. À une époque, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, qui a passé par des optimisations techniques, isolation des conduites de chauffage, changement des vannes, thermostatiques, des régulations fines partout c'est possible, changer toute la lustrerie pour du LED. Et puis tout ça mis bout à bout. Ils ont aussi réduit la température de service à 19 degrés en expliquant à leurs hôtes que c'était ça qu'il fallait faire. Ils leur donnent des couvertures à l'entre-saison. Et puis tout ça mis bout à bout, ça a réduit la consommation d'énergie de 14 à 15%, ce qui est déjà un très bon pas dans la bonne direction. Puis vu les volumes en cause, la facture, si on veut, de chauffage a baissé de pratiquement 100 000 francs, ce qui n'est pas négligeable. Et puis maintenant, on aborde une deuxième et très longue étape de rénovation du bâtiment où on va commencer par l'isolation des toitures et puis les fenêtres aussi. Donc là, c'est clairement des travaux très très délicats. Les mesures d'optimisation sont faites à l'interne par le service technique. Et puis là, ils viennent de me mandater pour les 20 prochaines années pour la rénovation du bâtiment. Et on vous attend nombreux aux prochaines conférences de l'immobilier. Merci.